Il vivait avec elle depuis 8 ans sans la voir vraiment. Il lui avait demandé de se préparer pour une soirée d'affaires, juste pour ne pas paraître seul devant 300 directeurs. Il ne s'attendait pas à perdre le souffle en se retournant, ni à ressentir quelque chose qu'il n'avait plus de nom pour appeler. Laissez votre like et votre commentaire pour soutenir la chaîne, et voici notre histoire. Adrien Morel n'avait jamais pensé que sa vie puisse tenir dans un appartement de 255 mètres carrés que personne d'autre que lui n'habitait vraiment. Pas depuis 2021, en tout cas. Depuis que Sophie était partie avec les valises, les tableaux encadrés, la moitié de la bibliothèque et, chose que le reste n'avait fait qu'amplifier, la garde de Théo, 9 ans, garçon aux yeux ronds, qui lui envoyait des messages le dimanche soir, et parfois l'appelait papa, d'une voix encore hésitante sur la syllabe du milieu, comme s'il vérifiait que le mot tenait encore. L'appartement se trouvait au dernier étage d'un immeuble en pierre de taille dans le 16e arrondissement, entre l'avenue Foch et le bois de Boulogne. Le genre d'adresse que l'on cite à voix basse dans les dîners, avec une modestie calculée. Les baies vitrées donnaient sur les toits de Paris une mer de zinc et de cheminées que les matins d'hiver rendaient presque abstraites. Le parquet en chêne massif craquait toujours au même endroit, devant la bibliothèque du couloir, et Adrien avait fini par considérer ce son comme la seule forme de vie que le logement produisait de lui-même. Il se levait à 6h20, jamais à 6h18, jamais à 6h22. L'alarme sonnait. Il l'éteignait avant la deuxième vibration, posait les pieds sur le parquet froid. Il refusait les tapis dans la chambre. Il ne savait plus pourquoi. Peut-être que ça avait été le souhait de Sophie et que l'habitude avait survécu à la raison, et se dirigeait vers la salle de bain sans allumer les lumières du couloir. Il connaissait chaque centimètre par cœur. C'était aussi ça, vivre seul 3 ans dans le même espace. On finissait par se mouvoir dedans comme un aveugle de naissance, avec une précision qui n'avait rien d'humain. Le café était toujours prêt. C'était l'un de ces faits si constants qu'il avait cessé d'être remarquable, comme la température de l'appartement maintenue à 19 degrés, ou comme les chemises du dressing toujours repassées, rangées par couleur, manches dans le même sens. Adrien buvait son café debout, face aux baies vitrées, regardant Paris se réveiller avec la même expression neutre qu'il aurait eue devant un tableau qu'il possède depuis trop longtemps. Puis il prenait l'ascenseur privatif jusqu'au parking souterrain, montait dans l'Audi gris anthracite, intérieur cuir noir, toujours garé en marche arrière pour pouvoir repartir sans délai, et roulait vers la Défense dans un silence qu'il ne cherchait pas à remplir. Morel Tech occupait le 17e étage d'une tour de verre et d'acier brossé dont les façades réfléchissaient le ciel avec l'exactitude froide d'un miroir sans âme. 150 employés, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des contrats avec 3 groupes du CAC 40, 2 partenariats européens en cours de négociation et un pipeline de produits dont Adrien connaissait chaque grande ligne, même s'il ne programmait plus depuis longtemps. Il dirigeait, il décidait, il signait. Il serrait des mains et regardait les gens dans les yeux avec cette intensité particulière qui faisait croire à ses interlocuteurs qu'il les écoutait vraiment, alors qu'une part de lui était toujours ailleurs, dans une feuille de calcul, dans un risque anticipé dans la phrase qu'il faudrait dire dans 2 réunions. C'était un homme capable, c'est ce que tout le monde disait d'Adrien Morel. Capable, efficace, rigoureux, pas cruel, pas froid au sens strict, juste ailleurs, toujours légèrement ailleurs, comme si la vie réelle se passait dans une pièce adjacente à celle où il se trouvait, et qu'il n'avait jamais tout à fait trouvé la porte. À 39 ans, il avait le visage de quelqu'un qui dort bien moins souvent qu'il ne voudrait l'admettre. Des cernes discrets que le col de chemise bien coupé compensait partiellement, une mâchoire légèrement serrée, même au repos. Son dentiste lui avait dit de porter une gouttière la nuit. Il ne l'avait mise que 2 fois. Les tempes commençaient à grisonner d'une façon que les femmes qualifiaient de distinguée, et qu'Adrien observait dans le miroir avec l'indifférence qu'on réserve aux choses qu'on ne peut pas changer et qui n'ont de toute façon aucune importance. Camille Dubois, elle, existait dans les marges de cette vie sans qu'Adrien y prête une attention particulière.
Elle arrivait à 7h30, toujours. Il savait cela, pas parce qu'il le surveillait, mais parce que c'était un fait aussi acquis que la météo ou l'heure d'ouverture de la boulangerie en bas de l'immeuble. Elle avait son propre badge d'accès pour l'ascenseur. Elle connaissait les codes. Elle savait où se trouvaient les produits ménagers, les draps de rechange, les piles de rechange des télécommandes. Elle savait que le bac à légumes du réfrigérateur avait tendance à givrer dans le coin gauche et qu'il fallait l'essuyer chaque semaine. Elle savait que le patron ne mangeait presque rien le matin, qu'il laissait parfois un verre d'eau à moitié bu sur le bord du bureau du salon et qu'il ne fallait jamais, jamais déplacer les dossiers empilés sur la table de la salle à manger, même s'ils avaient l'air abandonnés depuis des jours. Camille savait tout cela. Et Adrien, lui, savait à peine comment il pensait à elle dans sa propre tête. La femme de ménage, parfois, pas même ça, juste une présence fonctionnelle, un rouage du quotidien aussi peu remarqué que le bruit du lave-vaisselle ou la lumière qui s'allumait automatiquement dans l'entrée. 33 ans, née à Saint-Denis d'une mère ouvrière dans le textile et d'un père parti au Sénégal quand elle avait 7 ans, pas avec fracas. Juste progressivement, comme une marée qui se retire et ne revient pas. Elle avait grandi dans un appartement de 4 pièces au 3e étage d'un immeuble des années 70, avec une vue sur le périphérique et le bruit constant des voitures comme fond sonore de toute son enfance. C'est là que sa grand-mère Madeleine lui avait appris à coudre. D'abord des boutons, ensuite des ourlets, puis des patrons entiers, découpés dans du papier journal, épinglés sur du tissu étalé à même le sol du salon parce que la table était trop petite. Elle avait appris que les mains pouvaient créer quelque chose de beau à partir de presque rien. Ce n'était pas une conviction qu'elle aurait déclarée dans une conversation, c'était une certitude logée dans les phalanges, dans la façon dont ses doigts se mouvaient naturellement vers un tissu froissé pour le lisser, dans la satisfaction physique, presque musculaire, d'une couture droite et régulière sur l'endroit d'une étoffe bien choisie. À 25 ans, elle avait commencé à travailler comme employée de maison, d'abord pour plusieurs familles à la fois, puis exclusivement pour Adrien Morel, quand le salaire s'était révélé suffisant et la stabilité précieuse. 2000 € net par mois. Pour beaucoup, ce n'était pas grand-chose. Pour Camille, c'était la différence entre un loyer payé à temps et une angoisse permanente. C'était aussi, depuis 2 ans, la différence entre pouvoir s'occuper de Léo correctement et ne pas y arriver. Léo avait 6 ans. C'était le fils de sa sœur Inès, morte 18 mois après sa naissance des suites de complications graves, une embolie pulmonaire postpartum que personne n'avait détectée à temps dans un hôpital surchargé, un vendredi soir de décembre où les couloirs sentaient le désinfectant et la fatigue. Camille avait récupéré l'enfant sans hésiter, avec la même tranquillité qu'elle mettait à tout. Non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce que la peur n'avait jamais été une option viable dans sa vie. Elle avait peur. Elle continuait quand même. C'était sa façon d'être au monde. Léo dormait dans l'ancienne chambre d'Inès, dans l'appartement de 2 pièces à Saint-Denis, que Camille occupait depuis 7 ans. Il avait le sourire de sa mère, et cette façon qu'avait cette même mère de pencher la tête sur le côté quand quelque chose le surprenait. Il venait d'être diagnostiqué dyslexique par l'enseignante qui avait insisté pour un bilan orthophonique, et Camille avait reçu ce diagnostic non pas comme une catastrophe, mais comme un nom enfin posé sur quelque chose qu'elle avait senti sans savoir comment l'appeler. Un nom, c'était déjà un chemin. Mais le chemin avait un coût. Des séances hebdomadaires chez un spécialiste, des outils pédagogiques adaptés, une mutuelle décente. 2000 € ne couvraient pas tout cela sans rogner sur autre chose. C'est pourquoi elle cousait les week-ends. Des robes pour des femmes du quartier, des retouches pour une boutique d'Aubervilliers, parfois des tenues de cérémonie pour des familles qui ne pouvaient pas se payer un atelier parisien. Elle cousait le samedi soir, après avoir couché Léo, sous la lampe du salon dont l'abat-jour était légèrement de travers, depuis qu'elle l'avait fixé seule 2 ans plus tôt. Elle cousait avec une concentration tranquille qui n'avait rien de mélancolique. Elle ne cousait pas pour oublier, elle cousait parce que c'était l'une des seules choses dans sa vie qui lui appartenait entièrement, de la première épingle au dernier point invisible. Adrien Morel ne savait rien de tout cela.
La nouvelle était arrivée par message vocal, de la voix toujours maîtrisée de Véronique Lassalle, associée historique de Morel Tech, femme de 52 ans qui gérait les partenariats stratégiques avec la précision d'une horlogère et qui avait pour habitude de traiter les imprévus comme de simples variables à recalculer. Adrien, mauvaise nouvelle. Je me suis cassé le poignet ce matin. Vélo, verglas, bêtises. Chirurgie demain, plâtre 6 semaines. Je ne serai pas là jeudi soir. Je suis vraiment désolé pour le Pullman. Appelle-moi. Il avait écouté le message 2 fois. Posé le téléphone sur le bureau. Regardé le plafond un moment. Cette façon qu'il avait, quand quelque chose contrariait ses plans, de chercher d'abord la solution dans le silence avant de parler à quiconque. Le forum annuel de l'innovation corporate se tenait au hôtel Pullman Paris Tour Eiffel le jeudi suivant. 300 directeurs, investisseurs, partenaires potentiels. Un dîner de gala, une table ronde le lendemain matin, et au milieu de tout cela, une négociation qui portait sur 800 000 € de contrat avec un groupe lyonnais dans le secteur de la fintech. Ce genre d'événement ne se traversait pas seul. Pas parce qu'Adrien n'en était incapable, mais parce que paraître seul dans ce contexte précis envoyait un signal qu'il ne voulait pas envoyer. La vulnérabilité, même perçue, avait un coût en affaires. Il passa mentalement en revue ses options. Une collaboratrice, une ancienne amie, quelqu'un du carnet d'adresses qui accepterait à 48 heures de préavis d'accompagner un homme à un événement formel sans que ça crée de malentendus. La liste était plus courte qu'il ne l'aurait voulu. Il avait passé 3 ans à réduire sa vie sociale à sa portion la plus efficiente, et le résultat était là, nu et un peu absurde, une solitude fonctionnelle dont il ne mesurerait jamais vraiment le prix avant ce soir précis. C'est dans cet état d'esprit, irrité, pressé, pragmatique jusqu'à l'os, qu'il était entré dans la cuisine ce matin-là sans regarder Camille, avait ouvert le réfrigérateur pour prendre de l'eau et avait dit, toujours dos à elle, « Je vais avoir besoin que vous m'accompagniez à un événement jeudi soir. » Camille avait posé l'éponge, s'était retourné sans rien dire. Il s'était enfin tourné vers elle, pas vraiment vers elle, plutôt dans sa direction, avec l'expression de quelqu'un qui communique une information logistique à régler avant d'autres plus importantes. « C'est un gala d'entreprise. Mon associé s'est blessé. C'est juste pour avoir quelqu'un à côté. Vous n'aurez pas besoin de parler à qui que ce soit. Trouvez une tenue. Je vous donne de quoi. » Il avait posé 130 € sur le bord du plan de travail en granit noir. 3 billets glissés avec la désinvolture qu'on réserve à un pourboire laissé sur une table de restaurant. Puis il était sorti de la cuisine sans attendre de réponse parce qu'il n'avait jamais envisagé qu'il puisse y en avoir une autre que oui. Camille avait regardé les billets un long moment. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas non plus de la résignation. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, une lucidité tranquille sur la façon dont certaines personnes vous regardent sans vous voir, sur ce que révèle une demande dans la manière exacte dont elle est formulée. Elle savait qu'elle était employée dans cette maison, pas invitée. Elle n'avait jamais eu d'illusion là-dessus. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et le ressentir dit sans mots, exprimé par la façon dont 3 billets atterrissent sur un plan de travail. Elle ramassa l'argent, le plia soigneusement, le glissa dans la poche de sa blouse de travail. Le lendemain, avant de prendre le métro vers Saint-Denis en fin d'après-midi, elle s'arrêta au marché Saint-Pierre, à Montmartre. Ce n'était pas sur son chemin habituel. Elle avait changé 2 fois de correspondance pour y aller. Elle passa entre les tables couvertes de coupons et de rouleaux, les doigts effleurant les tissus avec cette façon qu'elle avait de lire les étoffes par le toucher autant que par la vue. Elle trouva un crêpe bleu marine, lourd, juste ce qu'il fallait, avec un tombé qui tenait la forme sans rigidité. 3 mètres de tissu, une fermeture éclair invisible, de l'entoilage, du fil assorti. Elle calcula le total mentalement. 118 €. Il lui restait 12 € pour finir la semaine. Elle rentra chez elle avec le sac en tissu sous le bras. Cette semaine-là, après chaque journée dans l'appartement du 16e, après avoir fait le ménage, repassé les chemises, vérifié le réfrigérateur et préparé le café pour le lendemain, elle rentrait à Saint-Denis, donnait le bain à Léo,
lui lisait 2 pages d'une histoire aux grandes images comme il les aimait, attendait qu'il s'endorme et s'installait ensuite à la table du salon. Sous la lampe à l'abat-jour légèrement de travers, avec ses ciseaux de couturière et ses épingles alignées sur le bord de la table, le tissu bleu marine se transformait peu à peu, centimètre après centimètre, point après point. Elle ne suivait aucun patron imprimé. Elle construisait directement à partir des mesures qu'elle connaissait de son propre corps, ajustant, épinglant, recommençant une emmanchure qui ne tombait pas exactement où elle le voulait. Elle travaillait jusqu'à minuit, parfois minuit et quart. Le seul son dans l'appartement était celui de l'aiguille, traversant le tissu, et la respiration régulière de Léo de l'autre côté de la cloison. Personne ne la regardait. La rue en bas était silencieuse à cette heure. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Camille avait l'impression de faire quelque chose entièrement pour elle. Pas pour survivre, pas pour Léo, pas pour l'appartement du 16e, pour elle seule. Ce sentiment était si peu familier qu'elle ne lui donna pas de nom. Elle continua simplement à coudre. Le jeudi arriva avec ce ciel particulier que Paris réserve aux fins d'hiver, un gris lumineux, presque blanc, qui n'est pas beau à proprement parler, mais qui donne à tout ce qui l'éclaire une netteté étrange, comme si la ville avait été lavée pendant la nuit et posée là, encore humide, à sécher. Camille arriva à 7h30 comme toujours. Elle avait le sac avec elle, une simple tote bag en toile beige, rien de remarquable, qu'elle déposa dans l'entrée du service sans un mot. Elle fit le café, essuya le plan de travail, vérifia les niveaux dans le réfrigérateur, changea les serviettes de la salle de bain, la routine exacte de chaque matin, dans le même ordre, avec la même économie de gestes qu'elle avait développée au fil des années, comme on développe un langage, sans y penser, par nécessité répétée jusqu'à devenir nature. Adrien passa dans la cuisine à 7h50 en costume sombre, la cravate pas encore nouée, un téléphone dans chaque main. Il avait l'air de quelqu'un qui gère 3 problèmes simultanément et qui en voit 2 autres approcher à l'horizon. Il prit le café sans regarder Camille, dit « bonsoir » à quelqu'un dans le téléphone, ce qui signifiait qu'il parlait à un interlocuteur à l'autre bout du monde, et disparut dans le couloir en direction du bureau. Camille continua son travail. Il ne lui parla pas de la soirée, pas de rappel, pas d'heure précise, pas d'instructions supplémentaires. La chose avait été dite. Pour lui, elle était donc réglée. Elle finit sa journée à 17h, heure habituelle. S'approcha de la salle de bain du couloir, celle qu'Adrien n'utilisait pas, celle où il y avait juste un miroir en pied et une prise, et ouvrit le sac en toile. En sortit le vestido bleu marine, soigneusement plié dans du papier de soie, qu'elle avait récupéré dans une boîte de chaussures. Elle le secoua légèrement pour libérer le tombé, le suspendit au crochet de la porte et le regarda une seconde. C'était bien, simple, juste, sans fioriture. L'encolure légèrement dégagée, la taille marquée sans excès, la longueur sous le genou d'un doigt. Rien qui crie, rien qui s'excuse non plus. Elle se changea avec méthode. Dénoua les cheveux qu'elle portait toujours attachés dans cette maison. Elle ne s'en rendit compte que ce soir-là, à quel point ce geste avait fini par ressembler à une règle qu'elle n'avait jamais formulée. Les cheveux tombèrent sur ses épaules, légèrement ondulés par la tresse qu'elle avait défaite ce matin. Elle n'avait pas de sèche-cheveux avec elle. Ce n'était pas nécessaire. Elle passa un peu de baume sur les longueurs avec le bout des doigts, c'est tout. Puis un trait léger de crayon sur les yeux, une touche de rouge sur les lèvres. Pas du rouge, précisément. Plutôt un brun rose qui existait depuis 2 ans dans son sac et qu'elle n'utilisait que rarement. Les boucles d'oreilles de sa grand-mère Madeleine. 2 petits anneaux en argent travaillés, à peine plus grands qu'une pièce de monnaie. Elle se regarda dans le miroir. Pas de la vanité, pas de la honte non plus. Juste une observation lucide de quelqu'un qui se voit rarement en entier, dans cet espace précis entre ce qu'on est et ce qu'on permet aux autres de voir. Elle pensa à Madeleine qui lui disait toujours « On ne s'habille pas pour les autres, on s'habille pour soi-même et ensuite on décide qui mérite de regarder ». Elle avait 7 ans quand elle avait entendu ça pour la première fois. Elle en avait 33 maintenant. Et la phrase tenait encore. Elle prit son manteau d'hiver, un camel sobre, légèrement élimé au poignet, qu'elle ne pouvait pas remplacer avant le mois prochain, et sortit dans le couloir. Adrien était dans le salon, dos à elle,
téléphone cette fois rangé, finissant de nouer sa cravate devant la baie vitrée. Paris s'étalait derrière lui dans la lumière de fin de journée, zinc et pierre et quelques fenêtres allumées qui commençaient à ponctuer le ciel presque violet du crépuscule. Il avait les épaules d'un homme habitué à occuper l'espace sans effort, pas par arrogance, mais par habitude longue du monde qui se plie autour de lui. Il entendit un léger bruit de pas, se retourna. Il fallut 4 secondes. 4 secondes pendant lesquelles son cerveau, entraîné à traiter l'information rapidement, à classer, à identifier, chercha la bonne case et ne la trouva pas immédiatement. Il y avait une femme dans l'encadrement du couloir. Une femme en robe bleu marine, les cheveux lâchés sur les épaules, des boucles d'oreilles argentées qui captaient la lumière du plafonnier de l'entrée. Une femme qui avait la posture de quelqu'un qui n'a rien à prouver et le sait. Puis le cerveau trouva la case. Et quelque chose dans sa poitrine fit un mouvement dont il n'aurait pas su dire si c'était de la surprise ou autre chose. « Vous étiez dans l'appartement tout ce temps ?» dit-il. Et la phrase sortit avant qu'il l'ait pensé, ce qui ne lui arrivait presque jamais. Camille le regarda avec une expression tranquille qui ne jugeait pas la question, mais n'y répondait pas non plus, parce que la question ne méritait pas vraiment de réponse. « Je suis prête », dit-elle simplement. Il n'ajouta rien, prit son manteau sur le dossier du canapé, appuya sur le bouton de l'ascenseur privatif. Les portes s'ouvrirent dans un glissement silencieux. Dans la voiture, ils ne se parlèrent pas. L'Audi filait sur le quai. Paris défilait par les vitres dans le mélange habituel de lumières et de reflets que la scène multiplie à l'infini. Camille regardait dehors avec attention. Pas comme quelqu'un qui s'ennuie, mais comme quelqu'un qui regarde vraiment, qui enregistre les détails. Adrien conduisait avec la concentration automatique de celui qui connaît le trajet par cœur et dont l'esprit est ailleurs, en train de préparer les premières phrases de la soirée, les noms à ne pas oublier, les chiffres à avoir apportés si la conversation prenait ce chemin. Le Pullman Tour Eiffel se dressait dans la nuit avec ses façades illuminées, la tour scintillant en fond de décor avec sa ponctualité exacte de toutes les heures. Des voitures noires s'arrêtaient en file devant l'entrée. Des portiers en veste sombre ouvraient les portières. Des femmes en robe et des hommes en costume sombre affluaient vers le hall, avec cette façon particulière qu'ont les gens importants de marcher dans les espaces qui leur sont destinés, pas vite, pas lentement, juste avec cette assurance légèrement performative de ceux qui savent qu'on les regarde. Camille descendit de la voiture. Elle n'avait jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Elle ne le dit pas, ne le montra pas non plus. Pas par calcul, mais parce qu'elle n'était pas le genre de personne à laisser voir ce qu'elle ressentait avant d'avoir décidé si c'était utile de le montrer. Elle prit le bras qu'Adrien lui tendit, geste qu'il avait fait machinalement sans y penser, et entra dans le hall avec lui. Le hall était haut, ouvert, traversé par une lumière chaude dorée qui tombait de lustres discrets sur des surfaces en marbre clair. Le murmure de 300 conversations mélangées formait un fond sonore uniforme que ponctuaient les tintements de verre et le rire retenu de gens qui savent qu'ils sont en représentation. Des plateaux circulaient avec des coupes et des petits fours. Il y avait dans l'air une odeur légère de parfum cher mélangée à quelque chose de plus neutre, presque clinique, l'air conditionné de grandes salles, la neutralité voulue des espaces qui appartiennent à tout le monde et à personne. Adrien fut immédiatement accosté par un directeur des achats d'un groupe d'assurance qu'il connaissait depuis 5 ans, puis par un journaliste spécialisé qui voulait confirmer un rendez-vous pour la semaine suivante. Il répondait, souriait à la bonne fréquence, glissait les phrases juste au bon moment, le pilote automatique social d'un homme qui pratique ce genre de soirée depuis longtemps. Camille restait légèrement en retrait, pas cachée, juste, présente, sans imposer sa présence. Elle observait la salle avec ses yeux couleur de miel qu'Adrien, à cet instant précis, et c'est une chose qu'il notera plus tard, n'avait jamais remarqué être couleur de miel. Elle regardait les gens avec une curiosité tranquille, sans fascination ni dédain. Elle notait les coupes de robe, la qualité des tissus, la façon dont certaines femmes tenaient leur coupe comme si c'était un accessoire supplémentaire. Elle notait aussi les regards,
Plusieurs s'étaient posés sur elle depuis l'entrée, pas de façon insistante, juste ce petit enregistrement silencieux que les gens font dans les pièces où tout le monde se juge sans le dire. C'est à ce moment qu'Antoine Giraud s'approcha. Il était directeur d'une fintech lyonnaise, 50 ans, cheveux gris bien coupés, le genre d'homme qui sait exactement comment occuper l'espace dans une conversation sans jamais sembler forcé. Il se présenta à Adrien d'abord, ils se connaissaient vaguement, échangé des cartes 2 ans plus tôt, puis se tourna vers Camille avec une inclination naturelle, comme si la politesse lui était une seconde nature plutôt qu'une stratégie. « Antoine Giraud », dit-il simplement avec un sourire qui n'avait rien de calculé. « Camille », répondit-elle. Il n'y eut pas de malaise. La conversation démarra sur la soirée, sur le programme du lendemain matin, puis, et Adrien ne sut jamais comment ils en étaient arrivés là si rapidement, sur l'architecture des anciens ateliers textiles du 18e arrondissement, les dépôts de la rue des Poissonniers, reconvertis en espaces créatifs, la façon dont certains galpons avaient absorbé des ateliers de designers émergents et des cafés indépendants, tout en conservant les charpentes métalliques d'origine. Camille parlait de ça avec une précision tranquille. Elle connaissait ces rues, elle y passait, elle y avait ses fournisseurs de tissus, elle avait vu cette transformation de l'intérieur, pas de l'extérieur d'un article de presse. Elle n'était pas en train de performer une culture qu'elle aurait empruntée pour la soirée. Elle parlait de choses qu'elle savait réellement, avec les mots qu'elle utilisait naturellement, sans chercher à impressionner ni à simplifier. Antoine Giraud rit 3 fois en 2 minutes. Un rire vrai, un peu surpris, le rire de quelqu'un qui ne s'attendait pas à être aussi intéressé par une conversation dans ce genre de soirée. Adrien, lui, restait légèrement en dehors de l'échange. Il tenait son verre d'eau minérale, à mi-chemin entre la table et sa bouche, depuis au moins 40 secondes, sans y avoir pensé. Il y avait quelque chose qui se passait dans cette conversation dont il n'était pas l'auteur. Quelque chose qu'il observait avec une attention qu'il ne s'expliquait pas encore, comme on regarde un objet qu'on croyait connaître et qui révèle subitement une facette qu'on n'avait pas vue. Puis Antoine Giraud se pencha légèrement vers Camille et dit, avec le sourire de quelqu'un qui ne doute pas d'être bien reçu, « Je serais ravi de continuer cette conversation dans un cadre moins formel. Puis-je vous laisser ma carte ?» Camille ne marqua pas de pause visible. Elle avait cette façon de répondre aux choses sans trahir ce qu'elle en pensait réellement. Une économie d'expression qui n'était pas de la froideur, mais une forme de maîtrise acquise dans des contextes où les réponses comptaient plus que les réactions. « Je ne suis pas disponible pour ça, » dit-elle, d'une voix aimable et finale. Antoine Giraud accueillit la réponse sans perdre la face. Il avait visiblement l'habitude de recevoir les noms avec élégance. Sourit une dernière fois, hocha la tête vers Adrien et s'éloigna vers un groupe plus loin. Adrien posa enfin son verre sur la table la plus proche. Il y avait quelque chose qui brûlait dans son sternum. Pas de la douleur exactement. Plutôt une chaleur localisée, une pression qu'il ne savait pas nommer parce qu'il n'en avait pas eu besoin depuis longtemps. Depuis assez longtemps pour qu'il ait presque oublié que cette zone de lui-même existait encore. Il ne dit rien. La soirée continua. Il y eut des discours, des échanges de cartes, la table ronde avec le groupe lyonnais qui se passa bien. Mieux que prévu même, les chiffres étaient bons, les interlocuteurs réceptifs. Camille resta là, discrète, observant tout avec cette attention tranquille qui ne demandait rien à personne. Quand il était en conversation, elle se tenait légèrement à l'écart, mais jamais à une distance qui aurait pu sembler froide. Elle savait exactement quelle était sa fonction ce soir, et elle la remplissait sans jamais avoir l'air de la remplir, ce qui est une chose beaucoup plus difficile que ça n'y paraît. À 22h30, ils reprirent la voiture. Paris, la nuit, avait cette qualité particulière que les nuits de semaine en hiver accentuent. Des rues moins encombrées, des lumières plus concentrées, la Seine reflétant les ponts avec une précision que le jour ne permet pas. Camille regardait par la vitre. Adrien conduisait. 20 minutes de silence. Ce n'était pas un silence gêné, c'était autre chose. Un silence habité, dense, avec quelque chose qui flottait dedans sans trouver sa forme. Puis Adrien parla,
sans avoir décidé de le faire. Il essayait de vous avoir. Camille détourna la tête vers lui lentement, avec l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir une information qu'il n'avait pas demandée et qui l'a fait légèrement pivoter de l'intérieur. « Je sais, » dit-elle. Un silence. « Et alors ?» Adrien ne répondit pas. Il regardait la route. Ses mains sur le volant étaient exactement là où elles devaient être. Tout en lui avait l'air en ordre. Mais la question continua à résonner dans l'habitacle, bien après que la voiture eut tourné vers le 16e, bien après que Camille fut descendue avec un bonsoir bref et professionnel, bien après que l'ascenseur eut refermé ses portes sur elle. Adrien rentra dans l'appartement, posa les clés sur le comptoir, s'arrêta au milieu du salon. La ville brillait derrière les baies vitrées. 255 mètres carrés de silence autour de lui. Il resta debout là un moment, sans allumer d'autre lumière que celle de l'entrée, et sentit le poids de la question peser dans sa poitrine avec une obstination qu'il ne pouvait pas résoudre en travaillant, en dormant peu, en planifiant autre chose. Et alors, il n'avait pas de réponse. Ce qu'il avait, c'était la certitude nouvelle et inconfortable que la question lui appartenait entièrement. Les jours qui suivirent le forum eurent cette qualité étrange des lendemains où quelque chose a changé sans que personne l'ait officiellement annoncé. Rien n'avait bougé dans l'appartement. Les chemises étaient à leur place dans le dressing, le café était prêt à 7h30, le parquet craquait toujours au même endroit devant la bibliothèque du couloir. Camille arrivait à l'heure, faisait son travail, repartait. De l'extérieur, la mécanique était identique. Mais Adrien, lui, ne traversait plus la cuisine en ligne droite. Le premier matin, il s'y arrêta. Ce n'était pas prémédité. Ou peut-être que si, d'une façon si discrète qu'il refusait encore de l'appeler comme ça. Il dit qu'il avait oublié quelque chose dans le tiroir du bas. Il chercha quelques secondes dans ce tiroir qu'il n'ouvrait jamais, ne trouva rien d'utile, et s'assit au comptoir avec sa tasse de café. Camille était en train de préparer le déjeuner qu'il emporterait rarement, mais qu'elle préparait quand même, parce que c'était dans sa liste de tâches et qu'elle accomplissait les choses de sa liste indépendamment de leur utilité apparente. Ils restèrent dans la même pièce 7 minutes sans se parler. Ce n'était pas un silence confortable, pas encore. C'était un silence neuf, légèrement inhabitable, comme une pièce qu'on vient de peindre et dans laquelle l'odeur de la peinture est encore là. Adrien finit son café, posa la tasse dans l'évier, partit. Le lendemain, il resta 10 minutes. Le surlendemain, il posa une question. « Léo, c'est votre neveu ?» Camille ne s'arrêta pas dans ce qu'elle faisait. Elle essuyait le fond de la casserole avec un torchon, mais quelque chose dans sa posture changea légèrement. Une tension imperceptible dans les épaules qui indiquait qu'elle avait enregistré la question et qu'elle décidait quoi en faire. « Oui », dit-elle. Puis, après une pause, 6 ans. Adrien hocha la tête. Comme si c'était une information qu'il intégrait dans un dossier, ce qui est exactement la façon dont il traitait toutes les informations nouvelles, en les rangeant, en les classant, en leur donnant une case avant d'en faire quoi que ce soit. Sauf que cette information-là refusait de rester dans sa case. Elle continuait à flotter. Sa mère est décédée. Le mot atterrit dans la cuisine avec son poids exact. Camille ne l'avait pas dit avec douleur, ni avec détachement, juste avec cette précision de quelqu'un qui a appris à dire les choses vraies sans les dramatiser, parce que la dramatisation coûte de l'énergie, et que l'énergie est une ressource limitée quand on élève seul un enfant de 6 ans. Adrien ne dit rien pendant un moment. Ce n'était pas l'embarras, c'était quelque chose de plus proche du respect. La reconnaissance silencieuse d'une réalité dont il n'avait aucune idée de la texture. « Je suis désolé », dit-il enfin. Ce n'était pas une formule. Camille le perçut. Elle avait l'oreille fine pour distinguer les formules des choses dites vraiment, et hocha simplement la tête. Ces matins dans la cuisine devinrent une habitude sans que ni l'un ni l'autre la nomment comme telle. Adrien posait une question, parfois 2. Camille répondait avec une économie précise, sans jamais offrir plus que ce qui était demandé, mais sans non plus se fermer. Il apprit que Léo aimait les dinosaures et les voitures miniatures,
qu'il avait du mal à lire, mais qu'il dessinait avec une concentration que Camille trouvait fascinante, qu'il avait les yeux de sa mère, qu'il demandait parfois pourquoi sa maman était dans le ciel et que Camille lui répondait toujours la même chose, parce que le ciel a besoin de belles personnes aussi. Il apprit aussi qu'elle cousait depuis l'âge de 14 ans, que le vestido du forum, elle l'avait fait elle-même, que sa grand-mère Madeleine lui avait transmis ça dans un appartement de Saint-Denis avec une machine à coudre des années 80 qui faisait un bruit de tracteur et qui fonctionnait encore. À cette information, Adrien s'était arrêté. « Vous avez fabriqué la robe, vous-même ?» Avec le tissu que j'ai acheté au marché Saint-Pierre. Il avait regardé quelque chose sur la table. Pas elle, juste un point neutre, avec l'expression de quelqu'un qui recalcule silencieusement un ensemble de faits et qui réalise que le total est différent de ce qu'il croyait. Les 130 € sur le comptoir. Le tissu au kilo à Montmartre. Une semaine de soirées à coudre après des journées entières passées dans cet appartement. La robe qui était mieux coupée que la plupart de celles portées par les femmes au Pullman. Il ne dit rien de tout cela. Mais quelque chose dans sa façon de regarder changea ce jour-là, pas de façon spectaculaire, pas de façon qu'on aurait pu photographier ou décrire avec précision, juste un changement infime dans l'angle, comme lorsqu'une lentille fait la mise au point sur ce qui était flou depuis le début et qui était là, simplement là, attendant qu'on s'en approche suffisamment. La scène du couloir arriva un mardi. Adrien avait quitté la Défense à 15 heures, une réunion reportée, un trou rare dans le calendrier qu'il n'avait pas su comment remplir autrement qu'en rentrant chez lui, chose qu'il ne faisait presque jamais à cette heure. Il prit l'ascenseur en silence, entra dans l'appartement, posa son manteau, et il entendit un son léger, intermittent, qui venait du couloir du fond, là où se trouvait la penderie auxiliaire et la planche à repasser que Camille sortait le mardi pour les chemises de la semaine. Un fredonnement. Pas une chanson identifiable, juste une ligne mélodique répétée avec de légères variations, comme quelqu'un qui suit un fil musical intérieur sans chercher à le performer. Adrien s'arrêta dans l'entrée. Il ne bougea pas pendant ce qui fut peut-être 30 secondes, peut-être plus. Il y avait quelque chose dans ce son qui était à la fois banal et complètement inattendu, la banalité de quelqu'un à l'aise dans un espace, et l'inattendu de réaliser qu'il n'avait jamais considéré que Camille pouvait l'être, chez lui, dans cet appartement qu'il traversait lui-même, avec l'automatisme d'un locataire pressé, il y avait quelqu'un qui fredonnait, qui existait dans l'espace avec une légèreté qu'il n'avait jamais lui-même réussi à y mettre. Il avança dans le couloir. Camille l'entendit à la dernière seconde. Le parquet qui craquait toujours devant la bibliothèque trahit son approche et sursauta. Le fer à repasser bascula légèrement dans sa main avant qu'elle ne le rattrape. Elle se retourna avec quelque chose dans le visage qui ressemblait à de la surprise mêlée d'une gêne légère, le genre de gêne qu'on éprouve quand on est pris dans un moment privé qu'on ne pensait pas devoir partager. « Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu entrer. » Adrien la regarda une seconde. La chemise blanche à moitié repassée sur la planche, les cheveux de Camille noués derrière la nuque, quelques mèches échappées dans l'humidité de la vapeur, l'appartement silencieux derrière elle, traversé par la lumière de fin d'après-midi. Il dit « Arrêtez de m'appeler monsieur ». Ça sortit comme ça, sans préambule, sans vraiment de contexte, ou plutôt avec tout le contexte des semaines précédentes compressé dans cette phrase unique. Camille le regarda, légèrement déstabilisée. Ce n'était pas une demande à laquelle elle s'était préparée. Monsieur était une frontière commode, un outil professionnel qui maintenait les choses à leur place. Sans lui, les choses n'étaient plus tout à fait à leur place. Elle hocha la tête sans répondre verbalement, ce qui, chez elle, était une forme d'acquiescement matiné de réserve. Adrien continua vers la cuisine. Ouvrit le réfrigérateur. Il faisait ça souvent maintenant, pas parce qu'il avait faim, mais parce que c'était une façon d'occuper les mains pendant que l'esprit cherchait où se poser. Il prit 2 bouteilles de jus d'orange, revint dans le couloir, posa l'une d'elles sur le rebord de la fenêtre qui se trouvait à hauteur de coude de la planche à repasser. « Vous pouvez prendre. » Camille regarda la bouteille comme s'il s'agissait d'un objet dont il fallait d'abord évaluer la nature avant de décider quoi en faire. Il y avait dans ce regard une méfiance
qui n'était pas de l'hostilité. C'était quelque chose de plus honnête que ça. La vigilance naturelle de quelqu'un qui a appris que les gestes inhabituels viennent rarement, sans arrière-pensée. Elle prit la bouteille, l'ouvrit, but une gorgée. Adrien s'assit sur le rebord de la fenêtre en face, adossé à la paroi, et but le sien. Ils restèrent là 7 minutes. Elle repassait. Il buvait son jus. La vapeur du fer formait de petits nuages qui disparaissaient dans l'air sec de l'appartement. La lumière déclinait dehors, passant par degrés d'un orange pâle à quelque chose de plus gris, et Paris continuait son bruit de fond derrière les doubles vitrages, sirènes lointaines, klaxons brefs, le passage d'un bus 2 rues plus bas. Personne ne chercha à remplir ce silence. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'Adrien se trouva dans une pièce avec quelqu'un sans ressentir le besoin de parler pour occuper l'espace. Le silence avec Camille n'était pas un vide à combler. C'était une texture en soi, quelque chose qui avait de la consistance, qui tenait. Il ne sut pas encore pourquoi. Il nota seulement, avec cette partie de lui qui observait tout de l'extérieur même quand le reste était dedans, que ses épaules n'étaient pas serrées. Quand elle eut fini la dernière chemise, Camille plia la planche, rangea le fer, récupéra son sac dans l'entrée du service, dit bonsoir avec la même voix professionnelle que toujours, pas froide, pas distante, juste à sa juste place, au bord exact de la frontière, et partir. Adrien attendit d'entendre le clic de la porte de service, puis l'ascenseur, puis le silence. Il alla s'asseoir dans le salon, face aux baies vitrées. La ville s'allumait progressivement dans le crépuscule, fenêtre après fenêtre, comme un texte qui se révèle mot après mot. Il posa la bouteille vide de jus d'orange sur la table basse, la regarda un moment. Il pensa à Sophie, chose qu'il faisait de moins en moins souvent maintenant, non par effort de sa part, mais parce que le temps avait fini par accomplir ce qu'il n'aurait pas pu forcer. Ce qui restait de ce mariage n'était plus de la douleur exactement, c'était quelque chose de plus plat, le souvenir d'avoir été quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait cru que partager un appartement et un projet d'entreprise équivalait à partager une vie. Il avait appris depuis que les deux choses n'avaient pas grand-chose à voir. Il pensa à Théo aussi. Théo qui lui envoyait des messages le dimanche avec des fautes d'orthographe et des émojis de dinosaures, et parfois une photo de lui, avec son nouveau chien, dans le jardin de la maison de Levallois, où Sophie habitait maintenant, avec quelqu'un dont Adrien ne cherchait pas à savoir grand-chose. Théo qui lui demandait quand il viendrait le week-end prochain, et à qui Adrien répondait bientôt, avec une régularité qui commençait à ressembler à une promesse qu'il ne tenait jamais vraiment. Pas ce soir. Ce soir, il ne voulait pas penser à ça. Ce soir, il pensa à une bouteille de jus posée sur un rebord de fenêtre et à 7 minutes de silence qui avaient eu la texture d'une chose entière. Il ouvrit son ordinateur. Le mot de passe. Le bureau avec ses dossiers alignés. Un rapport trimestriel qu'il devait relire avant demain matin. Il le parcourut 2 fois du regard sans en lire un seul chiffre. L'écran était allumé, mais Adrien, lui, était ailleurs. Dans ce couloir, dans cette vapeur de fer à repasser, dans la question qui revenait, depuis combien de temps cette femme existait-elle dans cet appartement avec toute cette vie intérieure dont il ne savait absolument rien. Pas jour, pas semaine. 8 ans. Il referma l'ordinateur sans avoir lu le rapport. La question qui brûlait dans son sternum depuis le soir du Pullman avait maintenant un autre visage, moins urgent, mais plus profond, plus difficile à ignorer. Ce n'était plus « et alors ?» face à un homme qui lui demandait un numéro de téléphone. C'était quelque chose d'antérieur à ça. Quelque chose qui précédait cette nuit et qui remontait peut-être à tous les matins passés à traverser la cuisine sans regarder, à toutes les fois où il avait dit merci dans un soupir en passant, à toutes les tasses de café bues en regardant Paris, comme si la seule présence humaine qui comptait dans cet appartement était la sienne. 8 ans. Elle connaissait cet appartement mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Elle savait que le bac à légumes givrait dans le coin gauche. Elle savait qu'il ne mangeait rien le matin et qu'il laissait des verres d'eau à moitié bu sur le bureau. Elle savait, probablement, des dizaines de choses sur ses habitudes et ses manques et ses angles morts que lui-même n'aurait pas su formuler. Et lui, il savait qu'elle existait.
C'était à peu près tout ce qu'il avait su pendant 8 ans de quelqu'un qui venait tous les matins dans sa vie et la rendait habitable. La honte de cette réalisation n'arriva pas comme une vague. Ça n'était pas le style d'Adrien Morel, les vagues. Ça arriva comme une chose posée, lente, la façon dont une lumière change de température dans une pièce sans qu'on puisse dire exactement à quel moment le changement a eu lieu. Il resta assis dans le noir du salon un bon moment, la ville brillant derrière lui, et il ne fit rien d'autre que laisser cette prise de conscience exister sans essayer de la résoudre. C'était déjà beaucoup pour lui. Pour un homme comme Adrien Morel, laisser quelque chose exister sans immédiatement chercher à le résoudre était un début de quelque chose. Il ne savait pas encore de quoi. La lettre était posée sur le comptoir de la cuisine un jeudi matin. Une enveloppe blanche, le prénom Adrien écrit dessus d'une écriture droite et régulière. Pas le monsieur Morel, habituel des rares notes qu'elle laissait, juste Adrien, en conformité avec ce qu'il lui avait demandé dans le couloir, ce qui lui parut soudainement une ironie qu'il n'aurait pas su expliquer. Il était 6h50. Camille n'était pas encore arrivée. La lettre l'attendait seule sur le granit noir, sans rien d'autre autour, comme quelque chose qu'on pose délibérément pour qu'on le trouve avant que la journée commence et emporte tout avec elle. Il l'ouvrit debout, sans s'asseoir, avec le café encore dans la main. C'était un préavis de démission, 1 mois. Rédigé avec une précision sobre, sans formule excessive, sans explication détaillée, juste les faits. Elle avait reçu une proposition dans un atelier de confection à Aubervilliers, contrat à durée indéterminée, 2450 € par mois, mutuelle incluse. Elle remerciait pour ces 8 années. Elle resterait disponible pendant la période de transition pour faciliter la passation. La lettre était signée Camille Dubois, avec la même écriture droite que l'enveloppe. Adrien lut la lettre une fois, la posa sur le comptoir, la reprit, la lut une seconde fois, plus lentement, comme si les mots pouvaient avoir une signification différente à la deuxième lecture. Il n'en avait pas. Chaque phrase était exactement ce qu'elle semblait être, claire, honnête, sans faille, à l'image de celle qu'il avait écrite. Il posa la lettre, prit une gorgée de café. Le café était parfait, comme toujours. Cette pensée arriva et fit quelque chose dans sa poitrine qu'il n'attendait pas de la tristesse au sens précis, pas encore. Quelque chose de plus proche d'un vertige, la sensation que le sol sous un meuble lourd vient de révéler une légère inclinaison qu'on n'avait pas remarquée. Camille arriva à 7h30. Elle entra par la porte de service comme toujours, rangea son manteau, mit sa blouse. Elle entra dans la cuisine et le trouva là, debout au comptoir, la lettre à côté de lui, le café à la main. Elle s'arrêta une fraction de seconde, puis continua vers l'évier avec la même fluidité de quelqu'un qui a décidé comment cette scène allait se passer. « Vous avez trouvé, dit-elle, pas une question. Oui. » Adrien regarda la lettre sans la toucher, puis leva les yeux vers elle. « Vous allez travailler dans un atelier ?» La phrase sortit avec un ton qu'il n'avait pas planifié. Quelque chose entre la surprise et quelque chose d'autre, un registre qu'il ne reconnut pas tout de suite comme le sien. Camille perçut ce ton. Elle se retourna vers lui avec ce léger plissement des sourcils qu'elle avait quand quelque chose l'intriguait, sans qu'elle sache encore si c'était sa faute ou pas. « Vous avez un problème avec ça ?» Il y avait dans cette question une netteté qui n'était pas agressive. C'était simplement Camille qui demandait les choses directement, la façon dont elle avait toujours fonctionné, sans détour ni précaution inutile. Adrien se rendit compte qu'il n'avait pas de réponse à donner qui tienne, pas une vraie, pas une qui ne révèle pas quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer à voix haute dans cette cuisine à 7h30 du matin. « Non, dit-il, vous pouvez y aller. » Camille hocha la tête et tourna les talons. La journée se déroula normalement, pour Camille du moins, qui fit son travail avec la même précision tranquille que toujours, sans modifier ni la cadence, ni le ton, ni la façon d'être dans les pièces. Adrien, lui, rejoignit la défense avec une demi-heure de retard, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des mois. Il passa sa matinée à répondre à des emails d'une façon légèrement mécanique, les mots corrects dans le bon ordre, mais l'esprit posé ailleurs,
sur ce comptoir en granit noir, sur cette enveloppe blanche, sur l'écriture droite et régulière qui avait simplement écrit son prénom comme si c'était naturel. Les jours qui suivirent eurent la qualité particulière des dernières fois qu'on ne sait pas encore être des dernières fois. Chaque matin dans la cuisine, chaque bouteille de jus, chaque silence à 7 minutes. Sauf que maintenant, il y avait un compte à rebours. 30 jours, 29, 28, et ce compte à rebours donnait à chaque chose ordinaire une densité nouvelle, comme ces objets qu'on ne voit vraiment qu'au moment où on comprend qu'on va les perdre. Adrien ne dit rien de tout cela. Il était du genre à compresser les choses, à les ranger dans des zones de lui-même qu'il n'ouvrait pas souvent, à fonctionner par-dessus plutôt que de traverser. C'était une compétence qu'il avait perfectionnée pendant le divorce, pendant les nuits où Théo lui manquait avec une acuité physique qu'il ne montrait à personne, pendant toutes les réunions qu'il avait menées avec des yeux parfaitement secs sur des réalités qui lui avaient coûté quelque chose. Mais la 14e nuit du préavis, il savait que c'était la 14e, parce qu'il avait, sans vraiment le décider, commencé à les compter. Il ne dormit pas. Il était 23 heures. L'appartement était silencieux, la ville aussi, de cette façon propre aux heures qui suivent minuit dans les quartiers résidentiels, quand les bruits de surface disparaissent et qu'il ne reste que le fond permanent, presque inaudible, de Paris qui respire. Adrien était allongé, plafond au-dessus, les yeux ouverts depuis 2 heures. Il n'avait pas de pensée précise. C'était pire que d'avoir des pensées précises. Les pensées précises, on peut les examiner, les résoudre ou les ranger. Ce qu'il avait ce soir-là n'était pas précis. C'était une accumulation de textures. La vapeur du fer a repassé dans le couloir, les boucles d'oreilles en argent dans la lumière du pullman, la voix de Camille disant « Et alors ?» Dans la voiture, le jus d'orange sur le rebord de la fenêtre, l'écriture droite sur l'enveloppe blanche. Il prit son téléphone. Il n'y avait qu'un numéro de Camille enregistré dans ses contacts sous Dubois C. Elvis, libellé qu'il regarda un moment avec une légère nausée, qu'il ne s'expliqua pas immédiatement, et qui avait à voir avec la façon dont ce libellé résumait 8 années de quelqu'un à une fonction. Il appuya sur appel. Ça sonna 3 fois. Elle décrocha à la 4e avec une voix légèrement alarmée. La voix de quelqu'un qui voit un appel à 23 heures d'un numéro qu'il n'est censé composer qu'en cas d'urgence domestique. Il s'est passé quelque chose? Sa voix, grave et basse à cette heure, légèrement enrouée de la nuit. Adrien entendit en fond le silence de son appartement à Saint-Denis, un silence différent du sien, plus petit, plus habité, avec la respiration invisible de Léo de l'autre côté d'une cloison fine. « Non », dit Adrien, silence. 8 secondes. Il les compta sans le vouloir. Et alors, il dit les 3 mots. Pas comme une déclaration, pas comme quelque chose qu'il avait préparé, mais comme une chose qui sortit parce qu'elle ne pouvait plus rester dedans. J'ai besoin de toi. Le silence qui suivit fut d'une nature différente de tous les silences qu'ils avaient partagés. Ce n'était pas le silence confortable du couloir avec le jus d'orange. Ce n'était pas le silence tendu de la lettre de démission. C'était un silence qui avait la texture d'une chose en train de se déplier, lentement, dans l'obscurité de 2 appartements séparés par une douzaine de kilomètres et une frontière de classe sociale qu'aucun des 2 n'avait mentionnée, mais que tous les 2 connaissaient parfaitement. Camille tint le téléphone. Elle était assise au bord de son lit, dans le noir, les pieds sur le parquet froid de l'appartement de Saint-Denis. L'abat-jour légèrement de travers projetait une ombre oblique sur le mur. De l'autre côté de la cloison, Léo dormait avec sa respiration régulière et profonde d'enfant qui dort entièrement, sans la moitié des pensées d'adulte qui veillent à votre place. Elle sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas de la surprise, pas exactement. Ces dernières semaines, quelque chose s'était mis à changer dans la façon dont Adrien existait dans les pièces autour d'elle, et elle l'avait noté avec la précision silencieuse de quelqu'un qui observe sans commenter. Pas parce qu'elle était indifférente, parce qu'elle était prudente, parce qu'elle avait 33 ans et un enfant à élever et qu'elle ne pouvait pas se permettre de confondre la curiosité d'un homme seul avec quelque chose qui tiendrait. « Ce n'est pas une réponse », dit-elle enfin, la voix ferme, basse. « C'est une confession. » Elle raccrocha.
Adrien resta avec le téléphone contre l'oreille quelques secondes après que la ligne eut coupé. Le plafond au-dessus de lui, la ville dehors. 23h18 sur l'écran du téléphone. Il n'essaya pas de rappeler. Il resta allongé là, les yeux ouverts dans le noir, et pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis le soir où Sophie avait fermé la porte avec les valises, peut-être depuis encore avant, il ne chercha pas à résoudre. Il laissa simplement la phrase de Camille exister dans la pièce avec lui. Ce n'est pas une réponse, c'est une confession. Il la fit tourner dans sa tête, pas pour la démonter, pas pour préparer une contre-argumentation, juste pour la regarder en face. Elle avait raison. Il avait dit « J'ai besoin de toi » comme quelqu'un qui ne sait pas encore faire la différence entre avoir besoin de quelqu'un et vouloir quelqu'un. Comme quelqu'un qui confond la présence avec la possession. Il avait passé 3 ans à traiter cet appartement comme un hôtel, et les gens qui y passaient comme des services. Et la première fois qu'il avait prononcé quelque chose de vrai, quelque chose d'authentiquement vulnérable, il l'avait formulé avec les outils de ce même vocabulaire. Besoin, comme un manque à combler, pas comme un choix fait librement. Il comprit cette nuit-là, vraiment compris, pas intellectuellement, mais dans cette partie du corps qui est juste sous le sternum et qui enregistre les vérités différemment du cerveau, qu'il y a une distance immense entre avoir quelqu'un dans sa maison et avoir quelqu'un dans sa vie, et qu'il venait de passer 8 ans à confondre les deux, sans même s'en apercevoir. Les jours suivants furent les plus difficiles. Pas de façon spectaculaire. Adrien n'était pas du genre aux effondrements visibles, mais il annula 2 réunions, chose rarissime. La première pour une raison valable, la deuxième sans en donner une. Il marcha seul le mercredi soir sur les quais de la Seine pendant 1h30, les mains dans les poches, regardant l'eau noire réfléchir les ponts, et il ne pensa à rien d'utile. Il pensa seulement à la façon dont Camille avait dit « Et alors ?» dans la voiture, avec cette légèreté absolue, sans attendre qu'il ait une réponse correcte, juste posant la question dans l'espace entre eux, comme on pose une fenêtre ouverte. Il pensa à Léo qu'il n'avait jamais vu. La machine à coudre des années 80, dans un appartement de Saint-Denis qui faisait un bruit de tracteur. À Madeleine qui avait dit qu'on s'habille pour soi-même et qu'ensuite on décide qui mérite de regarder. Il ne savait pas comment il connaissait cette phrase, Camille ne la lui avait pas racontée. Il l'avait peut-être inventée, complétée à partir des fragments qu'elle lui avait donnés. Mais elle sonnait comme quelque chose de vrai, et il la garda. Il réfléchit à ce qu'il voulait faire. Pas de façon stratégique, pas de plan en 5 points, pas de chronologie optimisée. Juste la question simple de quelqu'un qui commence à mesurer le prix de sa propre indisponibilité. Qu'est-ce qu'il était capable d'offrir qui ne ressemble pas à ce qu'il avait toujours offert, c'est-à-dire de l'argent, de la distance et de l'efficacité? La réponse qu'il trouva lentement sur les quais et ensuite dans l'appartement trop grand et ensuite dans les embouteillages de la Défense le matin suivant n'était pas une réponse confortable. Elle demandait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de mobiliser. Pas une compétence, pas une ressource, pas un carnet d'adresses, juste la capacité à se montrer tel qu'il était, sans l'armure du CEO, sans la distance fonctionnelle, sans le vocabulaire des gens qui ont appris à ne jamais avoir l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit. Il lui fallut 3 jours pour trouver comment le faire. Et quand il sut, il ne planifiqua pas la scène. Il appela simplement. Pas à 23h cette fois. Un vendredi en fin d'après-midi, une heure raisonnable, une heure où Léo venait probablement de rentrer de l'école. Elle décrocha après 2 sonneries, avec cette fois une voix neutre. Ni alarmée, ni chaleureuse, juste présente. Camille. Oui? Un silence bref. Puis Adrien parla. Pas vite, pas avec le débit d'un homme qui présente un dossier. Lentement, avec les pauses des gens qui cherchent les mots exacts plutôt que les mots disponibles. Il dit qu'il avait peur, que la peur n'était pas une chose qu'il exprimait en général et que c'était probablement une partie du problème. Il dit qu'il avait passé 3 ans à regarder à travers cet appartement sans vraiment voir ce qui s'y passait et que ça s'appliquait à beaucoup de choses dans sa vie, mais que ce soir ça s'appliquait à elle en particulier. Il dit qu'il ne voulait pas qu'elle reste comme employée, pas parce qu'il ne voulait pas la voir,
mais exactement pour la raison inverse. Il dit qu'il ne savait pas ce que ça pouvait être, ce qu'il y avait entre ce soir du forum et les matins dans la cuisine, et les 7 minutes de silence dans le couloir, mais qu'il savait que ça existait et qu'il ne voulait pas faire semblant que ça n'existait pas. Il dit, enfin, qu'il ne cherchait pas à la retenir, ni dans l'appartement, ni nulle part. Il cherchait à lui demander si elle voulait bien lui donner une chance de commencer à être quelqu'un qui mérite son attention. « Je ne demande pas que tu restes, je demande juste que tu m'accordes la possibilité de me montrer autrement. » Le silence dura longtemps, assez longtemps pour qu'il se demande s'il avait bien formulé les choses, si la phrase avait dit ce qu'il voulait qu'elle dise, ou quelque chose d'approchant qui manquait l'essentiel. Puis Camille dit « Il va falloir me convaincre lentement. Je ne me précipite pour personne. » Adrien sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas complètement, pas avec soulagement, mais avec la sensation nette de quelque chose qui commence à avoir de l'air. « J'ai appris à être patient, » dit-il. C'était un mensonge et une vérité simultanément. Ils le savaient tous les deux. Et peut-être que c'était aussi ça, ce début de quelque chose, la capacité à reconnaître ses propres contradictions sans chercher à les résoudre trop vite. Camille accepta le poste à l'atelier d'Aubervilliers le premier lundi du mois suivant. Elle arriva à 8 heures, fut accueillie par une contremaîtresse nommée Béatrice, qui avait la voix d'une femme habituée à gérer des dizaines de choses en même temps, et la gentillesse directe de ceux qui n'ont pas le temps d'être polis par politesse. L'atelier sentait le tissu chaud et la colle thermique, un mélange que Camille reconnut avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement, l'odeur d'un endroit où les mains travaillent, où les choses prennent forme, où ce qu'on fait à la fin de la journée existe dans le monde de façon tangible et mesurable. Elle prit sa place à l'une des tables longues, brancha la machine qui lui était assignée, coupa ses premiers centimètres de tissu et sentit ses épaules descendre d'un demi-cran. Ce n'était pas l'appartement du 16e, ce n'était pas 255 mètres carrés de silence que quelqu'un d'autre habitait. C'était un espace à elle, professionnellement à elle, dans le sens où ce qu'elle y produisait portait l'empreinte de ses mains et de ses décisions. Après 8 ans de présence dans la vie de quelqu'un sans que cette présence soit vraiment nommée, il y avait dans cette table de coupe et cette machine à coudre industrielle quelque chose d'une affirmation tranquille. Elle était là, elle travaillait, ce travail comptait. La mutuelle prendrait effet le mois suivant, ce qui voulait dire que les séances de Léo, chez l'orthophoniste, pourraient être partiellement remboursées, ce qui voulait dire que la ligne de tension permanente entre ce que coûtait s'occuper d'un enfant correctement et ce qu'elle gagnait allait légèrement se relâcher, pas disparaître. Rien ne disparaît vraiment dans ces équilibres précaires, mais se relâcher. C'était déjà quelque chose. Léo, lui, avait accueilli la nouvelle du nouvel emploi avec l'adaptabilité tranquille des enfants qui n'ont pas encore appris à s'inquiéter des transitions. « Est-ce que tu vas coudre des habits pour moi ?» avait-il demandé. « Peut-être, » avait-elle répondu, « si tu te tiens tranquille pendant que je travaille. » Il avait considéré cette proposition avec le sérieux qu'il accordait aux négociations importantes, puis hoché la tête. Affaire conclue. Adrien, de son côté, n'appela pas dans les premiers jours. Il avait dit qu'il apprendrait à être patient, et pour une fois dans sa vie, il prit cette phrase au sérieux, non pas comme une tactique, mais comme un engagement envers lui-même, autant qu'envers elle. Il savait dans cette partie de lui qui avait commencé à fonctionner différemment depuis la nuit du téléphone et les quais de la Seine, qu'il ne s'agissait pas de mesurer le bon moment pour reprendre contact. Il s'agissait de changer réellement quelque chose, pas en surface, pas en ajoutant un comportement nouveau par-dessus l'ancien, mais en retirant quelque chose, en retirant cette couche d'automatisme, de distance, d'efficience qui lui avait permis pendant des années de traverser les jours sans jamais vraiment les habiter. Il rappela Véronique, son associée, poignée en cours de rééducation, humeur égale, et l'informa qu'il prendrait le samedi suivant. Pas pour voyager, pas pour un rendez-vous, pas pour rattraper du travail en dehors du bureau, juste pour prendre le samedi. Véronique dit bien, avec le ton de quelqu'un qui attendait ça depuis un moment. Il appela aussi Théo, pas par message. Il appela vraiment en vidéo, un jeudi soir à 19 h.
Théo apparut à l'écran avec la bouche pleine et un dessin dans la main, surexcité de façon disproportionnée à la situation, comme les enfants de 9 ans sont capables de l'être pour des choses ordinaires qui ne le sont pas vraiment. Ils parlèrent 40 minutes. Adrien écouta l'intégralité d'une histoire de cours d'école qui impliquait 3 personnages, une règle de récréation contestée et une résolution dont la logique lui échappa complètement, mais qu'il suivit avec une attention sincère. Quand Théo raccrocha, distrait par quelque chose hors champ, comme toujours, Adrien resta avec le téléphone dans la main et quelque chose de chaud dans la poitrine. 2 semaines après le premier jour de Camille à l'atelier, il lui envoya un message. Court, sans fioriture. Est-ce que tu accepterais un café samedi? Canal Saint-Denis, si tu veux. Près de chez toi. Je viens. Il envoya le message. Posa le téléphone. Ne le reprit pas pour vérifier si elle avait lu. Il était passé 2 heures à s'en empêcher, mais il y était arrivé. Elle répondit 3 heures plus tard. Samedi à 15 heures, il y a une boulangerie au coin de la rue de la République. Tu verras le canal depuis la fenêtre. Le samedi arriva avec un ciel propre et une lumière froide d'hiver finissant. Pas de soleil exactement, mais une clarté diffuse qui rendait les choses nettes sans les durer. Adrien prit le métro. Chose qu'il ne faisait presque jamais et qui le frappa par sa propre évidence une fois à l'intérieur. Le bruit, les gens, les stations qui défilaient, l'odeur particulière des rames en milieu de journée. Il ne mit pas d'écouteurs. Il regarda les gens autour de lui. Une femme avec un enfant sur les genoux qui feuilletait un livre d'images, 2 adolescents qui riaient d'une vidéo sur un téléphone incliné entre eux, un homme d'une 60aine d'années qui dormait avec la précision d'un habitué, la tête calée contre la vitre, à l'angle exact où il ne risquait pas de tomber. Il descendit à Saint-Denis et marcha 5 minutes. La boulangerie était exactement là où Camille l'avait dit, au coin de la rue de la République, avec une vitrine embuée par la chaleur intérieure et une odeur de beurre et de caramel qui arrivait jusqu'au trottoir. Une petite salle, 6 tables, une lumière jaune un peu trop chaleureuse pour les ampoules mais exacte pour le reste. Canal visible depuis la fenêtre du fond comme promis, une bande d'eau gris-vert, bordée d'arbres dépouillés dont les branches traçaient des lignes fines contre le ciel. Camille était déjà là. Elle avait une tasse entre les mains et Léo assis en face d'elle, concentré sur une feuille de papier et un crayon avec lequel il faisait quelque chose qui ressemblait à un dragon ou peut-être à un chien, difficile à dire à cette distance. Elle portait un pull bordeaux à col roulé et ses cheveux étaient lâchés, comme au soir du Pullman, et cette coïncidence involontaire fit quelque chose dans la poitrine d'Adrien qu'il ne chercha pas à analyser. Elle leva les yeux quand il poussa la porte. Ne sourit pas immédiatement. Ce n'était pas son genre de sourire avant d'avoir évalué si la situation le méritait. Mais elle hocha la tête avec quelque chose de calme dans le regard, quelque chose qui n'était pas de la méfiance, mais n'était pas encore de la confiance non plus, quelque chose qui ressemblait à une porte entr'ouverte, pas grande ouverte, pas fermée à clé, juste entr'ouverte. Adrien s'approcha. Léo leva les yeux de son dessin. Il avait les yeux de sa mère, du moins, c'est ce qu'Adrien pensa en le voyant pour la première fois, avec ce sentiment étrange de reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, parce qu'on vous en a parlé avec suffisamment de précision. « Léo », dit Camille doucement, « voici Adrien. » Léo l'examina avec le sérieux méthodique des enfants, qui font encore confiance à leur première impression, avant que les adultes leur apprennent à la dissimuler. « Tu aimes les dinosaures » demanda-t-il. « Pas autant que toi, probablement, » dit Adrien. « Mais je suis prêt à apprendre. » Léo considéra cela un instant, puis retourna à son dessin avec l'air de quelqu'un qui vient d'accorder une autorisation provisoire. Adrien s'assit, commanda un café. Dehors, le canal reflétait le ciel avec la placidité des eaux qui ont l'habitude de recevoir tous les temps. Des canards se déplaçaient en file sur la surface, indifférents au froid, avec cette dignité absurde et absolue qu'ont les canards en toutes circonstances. Ils parlèrent. Pas de grandes choses, pas de déclaration, pas de bilan, pas de la nuit du téléphone, ni de la lettre sur le comptoir en granit. Ils parlèrent de l'atelier, de la contremaîtresse Béatrice et de sa façon de gérer les délais avec une précision militaire qui impressionnait Camille.
Ils parlèrent de Léo et de l'orthophoniste, une femme jeune qui avait trouvé une façon de travailler avec lui à travers les images et les couleurs, plutôt que les lettres seules, et qui avait dit, après la deuxième séance, que Léo avait un sens spatial remarquable. Camille avait ri en entendant ça, pas de surprise mais de la fierté retenue de quelqu'un qui le savait déjà. Adrien l'écoutait, vraiment. Avec cet effort que demande l'écoute réelle, pas attendre son tour de parler, pas chercher la connexion avec sa propre expérience, pas glisser vers la solution. Juste recevoir ce qui était dit, le laisser avoir le temps de prendre sa forme dans la pièce avant de répondre. C'était une chose qu'il avait toujours trouvée difficile. Il la trouva moins difficile cet après-midi-là que d'habitude. Il ne sut pas si c'était lui qui avait changé ou si c'était Camille qui rendait la chose plus naturelle. Probablement les deux, d'une façon qu'il ne pourrait jamais démêler proprement. Elle lui parla de Madeleine, l'appartement de 3 pièces, la machine à coudre qui vibrait contre le plancher, les patrons découpés dans du papier journal. Le fait que Madeleine cousait toujours en chantant à voix basse, pas vraiment des chansons, juste des sons qu'elle inventait en travaillant, une façon de remplir le silence de la même façon qu'on met de la lumière dans une pièce sombre. Elle lui dit que c'est là qu'elle avait appris que les choses que l'on fait avec les mains ont une mémoire, qu'un tissu bien cousu garde quelque chose de la personne qui l'a cousu, une façon d'être, une attention, que c'est pour ça que les vêtements faits à la main sont différents des autres, même quand l'œil ne voit pas la différence. Adrien l'écouta parler de Madeleine avec l'attention de quelqu'un qui comprend qu'on lui donne quelque chose de précieux, pas une information, pas une anecdote, mais un fragment de l'intérieur d'une vie, offert avec le soin et la sobriété avec laquelle Camille offrait toujours les choses vraies. 2 heures passèrent. Léo avait fini son dragon-chien et commencé un deuxième dessin, cette fois clairement un dinosaure avec des détails anatomiques qui dépassaient largement ce qu'Adrien aurait pu faire lui-même. À un moment, Léo poussa la feuille vers lui sans un mot. Adrien la prit, la regarda vraiment, dit « Il est excellent ». Léo hocha la tête avec la gravité d'un artiste qui n'a pas besoin de validation, mais qui ne la refuse pas non plus. En partant, Léo entre eux sur le trottoir, le canal derrière, les arbres dessinant leurs lignes fines dans la lumière déclinante, Camille dit avec ce ton tranquille qui était le sien, « Tu n'as pas essayé de convaincre ?» Adrien la regarda. « Non, dit-il, c'est bien. » Une pause, pas longue. « Reviens samedi prochain, si tu veux. » Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas un engagement solennel, pas une promesse, pas un tournant de film. C'était une porte entr'ouverte qui s'ouvrait d'1 centimètre supplémentaire, avec la prudence et la précision de quelqu'un qui sait exactement combien ça pèse, ce centimètre. « Je reviendrai, » dit Adrien. Les samedis suivants s'accumulèrent, pas toujours à la boulangerie du canal, parfois au marché couvert de Saint-Denis, où Camille achetait ses légumes le matin et où Léo réclamait systématiquement une part de tarte aux pommes à l'étal du boulanger du fond. Parfois juste une marche le long du canal avec Léo entre eux, son écharpe orange vif tranchant sur le gris de l'eau et des pierres. Parfois rien de prévu, juste Adrien qui passait à l'heure où il savait que Léo rentrait de l'école avec 2 jus d'orange dans un sac et l'absence de plan qui, pour lui, représentait encore un effort conscient mais de moins en moins coûteux. Il apprit, lors de ces après-midi, des choses qu'aucun événement corporate, aucune négociation à 6 chiffres, aucun dîner en terrasse du 16e ne lui avait jamais apprises. Il apprit ce que ça coûte de créer un enfant seul sans filet, pas en termes d'argent, mais en termes d'attention permanente, d'énergie distribuée entre le travail et le dîner, et les devoirs, et le bain, et les nuits où Léo faisait des cauchemars et venait frapper à la porte à 3 heures du matin. Il apprit ce que signifie planifier 1 mois entier à partir d'un salaire fixe, décider en janvier quels postes de dépenses peuvent attendre février et apprendre à ne pas appeler ça de la restriction, mais de l'organisation. Il apprit que Camille ne se plaignait jamais de sa vie, pas parce qu'elle n'en voyait pas les difficultés, mais parce qu'elle avait, quelque part, décidé que la plainte était une dépense d'énergie qui ne produisait rien d'utile.
Il apprit aussi, lentement, dans ses matinées au marché et ses bords de canal, ce que ça faisait d'être présent dans un moment sans le documenter, sans le connecter à un objectif, sans qu'il serve à quelque chose au-delà de lui-même. De s'asseoir sur un banc avec un café en carton et regarder Léo courir après des pigeons en bordure du canal et ne rien produire, ne rien optimiser, ne rien faire d'autre qu'être là. C'était difficile, beaucoup plus difficile qu'il ne l'aurait cru, et beaucoup plus nécessaire. Camille, elle, observait. Elle avait une façon de regarder Adrien dans ces moments, discrète, latérale, sans l'y inviter, qui évaluait non pas ce qu'il disait, mais ce qu'il faisait, si les gestes correspondaient aux mots, si la patience qu'il déclarait avait un corps, des mains, une façon d'être assis sur un banc en bois par 10 degrés sans regarder son téléphone. Elle notait les choses petites, qu'il se souvenait que Léo préférait la tarte aux pommes et non aux poires, qu'il n'essayait jamais de remplir les silences avec des questions, qu'il ne regardait jamais en direction de l'atelier comme si l'atelier était une concurrente à gérer. Il regardait ce qui était là, le canal, Léo, elle. Un samedi de mars, les arbres le long du canal avaient commencé à montrer leurs premières feuilles, pas encore vertes vraiment, juste une teinte légèrement moins grise que les branches, un vert pâle, presque hésitant, qui annonçait quelque chose sans le promettre encore. Léo s'était endormi sur le banc entre eux, la tête sur le genou de Camille, l'écharpe orange remontée jusqu'au menton. La boulangerie était fermée ce jour-là, panneau sur la porte, raison familiale. Alors ils avaient marché jusqu'au canal et trouvé ce banc au soleil. Et Léo avait tenu 20 minutes avant de succomber à la chaleur tiède et à l'air de l'après-midi. Camille regardait l'eau. Adrien regardait les premières feuilles sur les branches. Et là, dans ce bord de canal à Saint-Denis, avec Léo qui dormait entre eux et la ville qui bourdonnait doucement en fond, avec les canards qui traversaient l'eau dans leur dignité perpétuelle et une lumière de début mars qui rendait tout légèrement irréel, Adrien comprit quelque chose qu'il n'aurait pas pu formuler à voix haute sans que ça sonne moins vrai que le silence. Il comprit que la richesse n'avait pas la forme qu'il lui avait donnée pendant des années. Elle n'avait pas la forme d'un appartement de 255 mètres carrés avec vue sur les toits du 16e. Elle n'avait pas la forme d'un chiffre d'affaires à 16 millions, ni d'un ascenseur privatif, ni d'un agenda rempli de rendez-vous qui prouvait qu'on comptait aux yeux du monde. Elle n'avait même pas la forme de ce soir au Pullman, ni des boucles d'oreilles en argent dans la lumière dorée, ni de la robe bleue cousue à minuit sous un abat-jour de travers. Elle avait la forme de ça, de ce banc, de ce silence qui n'avait pas besoin d'être rempli, d'un enfant qui dort sans se méfier, de quelqu'un à côté de soi qui vous regarde sans rien vous demander de plus que ce que vous êtes capable d'être honnêtement. Pas la richesse des comptes, pas celle qui se mesure ou qui se compare, celle qui n'a pas de nom précis et qu'on reconnaît seulement quand on est dedans, à la façon dont les épaules descendent, dont la respiration ralentit, dont une heure entière passe, sans qu'on ait regardé l'heure une seule fois. Ce n'était pas l'amour de ceux qui n'ont rien traversé. C'était quelque chose de plus lent, de plus réel, construit sur des erreurs reconnues et des silences habités, et la décision quotidienne, recommencer chaque samedi, d'être là plutôt qu'ailleurs. C'était la présence. C'était le choix, c'était avoir quelqu'un dans sa vie et non plus seulement dans sa maison. Et ça, enfin, c'était tout. C'était assez. C'était exactement assez.